Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus sur un film de Noël. Oh, il va y en avoir d'autres sur la chaîne en vidéo là ces prochains jours, mais là on va évoquer une nouveauté en audio, tranquillement, sortie je crois il y a une dizaine de jours en France chez nous, donc en salle. Christmas Eve in Miller's Point, ou en version française, Noël à Miller's Point, qui est le troisième long métrage d'un jeune réalisateur américain un peu indépendant, Tyler Thomas Taormina, qui a fondé un petit peu son collectif pour montrer peut-être une autre Amérique, avec un scénario qu'il a coécrit en compagnie de Eric Berger, ou Eric Berger, je sais pas, son prénom s'écrit à la française, donc allez savoir, et une production collégiale parmi laquelle on retrouve Michael Cera, qui joue un des rôles dans le film pour une œuvre très chorale, je dirais même hyper chorale, puisqu'on doit avoir une soixantaine de personnages que l'on croise plus ou moins longtemps et membres d'une famille, plus ses affinités, parce qu'il y a quand même des personnes qui sont en dehors de cette familia des Balsano d'origine italienne mais américain depuis plusieurs générations. Alors, aux côtés de Michael Cera, on a Francesca Scorsese, qui est la fille de Martin. Évidemment, c'est une TikTokeuse assez célèbre, et on l'a vu aux côtés de son père sur quelques petits défis, là, apparemment. Bon, je suis pas sur TikTok, j'en sais rien, mais j'ai vu ça sur d'autres réseaux. Il y a aussi Sawyer Spielberg, qui est le fils de Steven. Bon, lui, on le voit pas beaucoup, mais il est là. Sinon, on peut reconnaître vite fait Maria Dizia, Ben Schenkman et Greg Turkington, qui est un comédien stand-up, il me semble, assez célèbre. Bref, aux États-Unis. Parce que finalement, là, pour nous Français, on ne reconnaît pas forcément grand monde à part Michael Cera. Et donc, tout se passe, alors non pas à Noël, hein, mais c'est plutôt le titre anglophone qui détient la réalité, la veille de Noël, Christmas Eve, où 4 générations, au bas mot, donc de la famille Balsano et recompositions diverses, se retrouvent quasiment tous ensemble pour une grande célébration dans la maison familiale assez ancestrale. Et donc c'est un petit peu le rituel. Sauf que il y a des petits trucs qui se passent dans cette famille. Cette maison, par exemple, pourrait être vendue. J'en dis pas plus, mais on le découvre assez tôt dans le film. Et il y a la matriarche qui commence à décliner, donc on se pose la question, est-ce qu'on va la mettre en EHPAD? Enfin, il y a des petits moments comme cela, des remous, et justement quelques différences de génération. Les plus jeunes, par exemple, à un moment, vont se faire la belle en pleine nuit pour vivre leur vie et leur petit Noël entre eux. Cependant, là, tout ce que je viens de dire, ce ne sont que des constellations de petites scénettes qui parsèment une œuvre assez diffuse, et c'est le but, qui ne va pas forcément nous concentrer sur un personnage en particulier, même si, surtout vers la fin, on est quand même plus centré sur les jeunes, et on revient vite fait dans la maison. C'est passionnant, ça. C'est-à-dire que c'est clairement un travail qui se voit au-delà de l'histoire, du scénario, pour nous montrer la fragmentation, la défragmentation même, d'une famille qui s'est construite sur l'Amérique et qui, à travers les générations, évolue. Et ce qui est fort dans cette œuvre, que j'ai quand même beaucoup apprécié, même si forcément elle a ses limites par rapport au concept, c'est qu'on est clairement placé hors du temps. J'aime bien un petit peu cette idée-là. C'est Noël, donc que ce soit Noël en 2000, 2010, 2020, 1990, vous pouvez tout y voir là-dedans. On sait que ça ne se passe pas de nos jours, parce qu'au moment où on voit un téléphone plutôt au début des années 2000, c'est presque dommage qu'on ait cet indice temporel, parce que franchement, ça aurait pu être un peu n'importe quand, même dans les habits. Voilà, on pourrait déterminer cela entre 2000 et 2010, mais peu importe. Ce qui nous intéresse, c'est que au-delà de la période, ce sont surtout des générations différentes qui vont parfois alors être entre deux. C'est passionnant ça, parce que au hasard, on a l'ado qui commence à devenir adulte, qui se fait un peu draguer par quelqu'un de la famille après qu'il y a eu du vin versé dans une sorte de cocktail ou de plat. Enfin, on voit ça vers le milieu fin, quoi. Il y a l'enfant qui commence à devenir adolescent, qui regarde à travers la fenêtre et qui se dit, bah, ouais, j'en ai marre d'être avec les plus jeunes. Moi, je commence à être un peu plus vieux, mais je suis pas encore assez ado pour suivre. Je crois que c'est sa sœur hein, qui se fait la malle à la fin.
T'as donc l'ado qui est trop vieux pour aller faire ce petit truc de liberté, qui commence à rester avec les plus âgés, adultes, mais quand même on le voit jouer aux jeux vidéo avant. Et vous avez les plus anciens qui se posent la question aussi du déclin de leurs parents. Il y a 2 matriarches dans le film, et on sent déjà qu'elles n'ont plus leur mari, hein, de ce que je comprends. Enfin, je crois qu'il y a quand même, il y en a un, il me semble. Enfin bon, bref, c'est tellement diffus, on ne sait plus qui est qui et qui vraiment est encore là ou pas. Voilà, ça fait poser des questions sur comment la vie avance, évolue, et comment justement on va passer de l'un à l'autre. Et le film fait cela. Il va passer d'une scène à l'autre, comme on va transitionner d'un âge à un autre. Et c'est passionnant, ça. Ça a donc évidemment certaines limites, dans le sens où, quand tu as envie de t'accrocher à une histoire en particulier, bah, tu vas voir ailleurs, et forcément, tu as un peu cette frustration, parce que tu n'as pas forcément de conclusion. Parfois même, on ne revient pas sur ce qu'on a pu voir avant. Il y a des petites promesses comme cela où on commence à tisser une intrigue, mais non, non. Je pense qu'il veut volontairement faire voyager, divaguer quelque part son spectateur, Tyler Thomas Taormina, y compris dans l'écriture, bien sûr, mais avant tout, parce que c'est du cinéma, dans la mise en scène. C'est ça qui m'a intéressé dans ce film, c'est que dans l'idée de ne pas parler d'un truc concret particulier et d'aller un peu ici, un peu là, il joue sur ses codes pour l'esthétique d'un film qu'il place parfois dans des décors, dans des lumières qui sont quasi au-delà d'une certaine réalité, mais bougrement ancrées dans quelque chose de palpable. Ne serait-ce que cette maison, les différentes pièces que l'on va voir, l'extérieur de la maison. Il y a un moment, une scène absolument féerique et étrange à la fois, où il y a ce camion de pompiers hyper décoré, là, une sorte de time-lapse où on voit que avec les lumières, ça brouille un petit peu l'image, et tout le monde est en pamoison devant cela, parce qu'il y a un membre de la famille qui fait partie de ce cortège, donc c'est un peu la fierté. Il y a aussi cela qui apparaît un peu plus vers la fin, où il y a justement ce jeu dans les rues, comme ça, où on ne sait pas trop où on est, on passe d'une époque à une autre tout en restant dans la même, d'un âge à un autre tout en continuant à profiter de la vie. La neige arrive, il y a une forme de poésie, c'est vraiment beau ça. Et il y a cette diffusion du 7e art, là, qui finalement fonctionne bien avec cette non-intrigue, ou ces petites intrigues dans les intrigues, où bah, en fait on voit des gens qui vivent leur vie, qui essayent d'avancer, de passer de nouvelles épreuves, de constater les dégâts du temps qui passe, et on est à Noël, là où tout le monde se rencontre, se croise, s'aime, se fait des preuves d'amour, se côtoie, se tolère aussi, se découvre quelque part, et on le sent, il y a cette parenthèse-là, pour des gens qui parfois, peut-être, probablement, ne se voient pas dans d'autres périodes de l'année, même si à un moment il y a un discours familial, oui, il y a le 4 juillet, il y a Thanksgiving, tout ça, d'accord, mais très probablement, il n'y a pas autant de monde pour ces autres fêtes-là. Donc, c'est une idée où on fait le bilan. Chaque année, on voit des gens qu'on ne voit plus avant l'année d'après, et on les a vus évoluer, et on voit comment on grandit, nous, et comment on se situe là-dedans. C'est vrai qu'il y a quand même des personnages dont tu aimerais en voir plus. Je pense justement à ce jeune fils qui va devenir ado, parce que dès le début, on le sent un peu la tête dans les étoiles, et ça se confirmera vers la fin. Et il est accueilli comme l'enfant, le mignon petit enfant, avec la matriarche qui lui fait des mimiques de bisous en descendant les escaliers sur son fauteuil mécanique. Et lui, on le voit presque terrorisé, parce qu'il se sent plus trop enfant, mais il est encore perçu comme un enfant. Il y a toute cette idée-là. On voit donc sa grande sœur qui, à un moment, a envie vraiment d'un ailleurs, et va retrouver, on sait pas trop, des amis et tout. Puis alors là, tout ce qui se passe avec les adolescents vers la fin est formidable, hein. Tous ensemble, dans la diversité la plus complète, dans l'amour le plus simple possible. Ce qui forcément va contraster avec les traditions à côté, quoique on voit dans les familles qui se composent et se recomposent des choses un peu étranges. Il y en a un qui est une sorte d'anthropo-humain, enfin en gros il aime bien se déguiser en animal ou se prendre pour un animal, je crois. Ouais, oui, pourquoi pas. Il y a une tolérance totale finalement. À Noël, on est tous contents d'être là, peu importe d'où l'on vient et ce qui se passe, même si évidemment il y a des décisions à prendre quant à l'avenir. Et ça, c'est pas évident, surtout le soir de Noël. Ouh, on aimerait que ça s'arrête, mais la vie ne s'arrête jamais. Et c'est un peu ce que le film fait. Voilà, on passe d'un truc à l'autre comme ça, et on navigue avec les Balsano et les personnages autour. Bon, j'en ai pas trop parlé, mais le film s'ouvre sur des gens qui sont laissés pour compte. Et le film rend hommage aux gens qui sont seuls et perdus pour les fêtes. On voit des SDF dans un cimetière. Vous voyez un peu l'idée ?
rejeté de la société, en lieu, connexion plutôt du coup, avec la mort. Ça veut dire ce que ça veut dire, la mort sociétale. Et on a aussi les policiers qui sont tournés en dérision, qui sont très mutiques, qui ne servent à rien, si ce n'est qu'ils sont là pour faire tout simplement la veille de Noël, pour éviter qu'il y ait des problèmes. Mais bon, il y a un moment, il va y avoir enfin une discussion entre les deux, j'en dis pas plus, mais c'est remarquable de jeu. Et parmi ces deux, nous avons Michael Cera, et cet acteur comique peu connu en France, Greg Turkington, mais qui visiblement a un aspect comique très fort, ça se sent rien que sur un moment. Voilà. Bref, voyez-le ce film. C'est pas parfait évidemment. Ça a les défauts de ses tentatives, mais c'est du pur cinéma, tout simplement. Et c'est un film de Noël tel que vous ne l'avez peut-être pas jamais vu, mais rarement vu. Et c'est probablement le film de Noël en nouveauté de cette fin 2024. Oubliez les comédies françaises là que j'ai vu passer et que je ne verrai pas. Mais bon, peut-être que ce film, mine de rien, deviendra un film de Noël culte dans 10, 20, 30 ans. Qui sait, après tout. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez si vous l'avez vu. Et préparez bien ces fêtes à venir. Je vous promets quelques vidéos avec mon chapeau de Noël là, sur ces prochains jours, sur des films que vous aimez, probablement, mais pas que, je ne sais pas, des découvertes aussi. Allez, à la prochaine, ciao.